Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver comme chaque matinée dans Bonjour d'Algérie. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30. Nous aurons donc plusieurs invités et surtout la rubrique habituelle du jeudi matin. Nous aurons le plaisir de retrouver Aïda Mechri dans sa rubrique psychologie. Aujourd'hui, elle s'intéresse au thème donc de comment préparer un enfant à l'arrivée d'un nouveau frère, bien sûr, dans une fratrie. Bien sûr, c'est très important comment se comporter face à l'arrivée d'un nouveau-né dans une fratrie. Elle nous en dira plus dans un moment. Nous aurons également aussi à parler santé dans notre émission ce matin avec notre invité. Il viendra nous parler de cette formation qui sera donnée sur les allergies alimentaires et sur une nouvelle formation technique aussi, l'auriculothérapie. Une spécialiste et chercheur en médecine viendra nous expliquer cette nouvelle technique et surtout cette formation qui sera donnée qui est donnée donc du 11 au 13 au niveau du centre de Borj El Bahri. Nous allons aussi recevoir des jeunes qui font partie d'une association, l'association donc des scientifiques d'astronomie ASA, qui viennent nous parler d'un événement qu'ils organiseront ce samedi et mardi également au niveau donc au niveau du centre scientifique des loisirs scientifiques de Beb Zahir du côté de Blida le 17 avril, à l'université aussi Saad Dahleb de Blida également. C'est donc des rencontres scientifiques pour les jeunes, pour en tout cas permettre à cette frange de la société de surtout s'intéresser à la science et l'astronomie. Également, une artiste sera parmi nous ce matin. Elle est donc algérienne, elle est de mère aussi hollandaise. Elle viendra nous parler de sa passion pour l'art et surtout cette richesse de cette double culture qui l'a emmenée vers l'exposition et la création artistique. Et on terminera l'émission avec aussi un événement sportif qui a réuni deux équipes et deux nations, l'Algérie notamment, avec ce match de football qui aura lieu donc samedi prochain entre les vétérans de l'équipe nationale et algérienne et l'équipe de Tchéquie ce samedi à 14h au niveau donc du stade de Boulorine. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Et puis sans plus tarder, c'est la météo présentée ce matin par Mina Abd. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alhamdoulilah. On va parler justement aujourd'hui du temps qu'il va faire durant ce week-end. Surtout, c'est important de savoir un petit peu comment va être le temps. Allez, tout à fait. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, le ciel restera plutôt nuageux, notamment à l'ouest et à l'est du pays, avec quelques pluies parfois assez marquées, notamment sur les côtes de l'ouest, des éclaircies sur la partie centre. On notera également des vents d'ouest de 40 à 50 km/h sur l'ensemble des régions côtières. Sur la partie sud, le ciel restera passagèrement nuageux avec quelques orages isolés, notamment vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. Partout ailleurs, on notera beaucoup de soleil. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles restent de saison, avec sur la moitié nord entre 20 et 17 degrés. On notera sur les reliefs intérieurs 18 degrés à Batna, 21 degrés à Galma, 17 à Al-Bayad Anhama, on notera 12 degrés à Tiaret, 22 degrés à Al-Rouat, 29 à Gardaya, 34 degrés à Hassim Saoud, 30 degrés à Ilizit, à Nasser Janet et enfin 42 degrés, ça sera la maximale à Borj, Beji Mukhtar et Ain Ghazam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Le ciel restera plutôt couvert sur l'ensemble des régions de l'Ouest, notamment à Paris, Bordeaux, Marseille, Madrid. On notera des averses, notamment à Dublin. Et puis sur la partie Est, le ciel restera plutôt dégagé à Budapest, Prague, Bucarest, Athènes. Côté Mercure, on notera 18 degrés à Rome, 24 degrés à Athènes, 23 degrés à Budapest ainsi qu'à Bucarest, 17 degrés à Varsovie, 22 degrés à Prague, 16 à Berne, 15 à Marseille, 16 degrés à Paris, enfin 14 degrés à Lisbonne. On passe tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous.
Retour sur le plateau, nous, comme je l'ai dit, nous allons tout de suite entamer notre émission avec la rubrique psychologie. Comme chaque jeudi matin, nous avons le plaisir de retrouver Aïda Meshri, toujours pour un thème toujours lié à la psychologie. Aujourd'hui, nous aurons choisi, donc elle aura choisi pour nous, la psychologie, surtout l'arrivée, préparer un enfant à l'arrivée d'un nouveau-né. Bonjour Aïda. Bonjour Amel. Alors, avant d'entamer cette rubrique avec vous aujourd'hui, on voudrait présenter nos condoléances à toutes les familles endeuillées par ce terrible drame qui est donc surgi hier avec ce crash terrible de cet avion militaire. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème-là. Énormément, mais avant tout, au nom de Madame la déléguée, Mariam Chourfi, aussi l'équipe du staff de l'organe national de la protection et la promotion de l'enfance, sans oublier les formateurs aussi. À leur tête, la doyenne des juges, Madame Sakhri, je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes et aussi l'expression de nos profondes sympathie pour toutes ces familles endeuillées, et c'est triste de voir toute cette jeunesse, ces jeunes sont partis à la fleur de l'âge aussi. Absolument, et probablement aussi avant d'entamer notre thématique, et je crois que c'est important aussi de souligner l'importance de vivre ces moments avec nos enfants, en famille. Il y a quelque chose aussi qui peut bouleverser les familles, pas forcément la perte dans la famille elle-même, mais les proches, amis, surtout si on est en lien. Faire très attention un tout petit peu au vécu des enfants, ne pas les oublier dans leur quotidien. Il y a quelque chose qui nous empêche, nous, de vraiment leur offrir le cadre adéquat et de les accompagner dans leur vie, dans leurs tâches. Ne pas les oublier, mais aussi faire très attention aussi, probablement que les enfants ne trahissent un tout petit peu. Ils sont là à jouer, à courir, et des fois les adultes bien sûr sont très conscients et sont donc dans la douleur, mais bon, les enfants sont naïfs et donc continuent leur vie, leurs habitudes en fait de tous les jours. De tous les jours, mais des fois, même s'ils sont en deuil, même s'ils sont tristes, ils ne le verbalisent pas. Ce sont les petits symptômes comme ça, des pépis au lit, changement de comportement, une hyperactivité, quelque chose qui peut venir comme ça dans leur changement de comportement, comme par exemple des cauchemars nocturnes, comme des passages à l'acte comme ça, qui peuvent nous montrer un tout petit peu à quel point l'enfant peut souffrir aussi sans qu'il puisse placer des mots sur ces émotions qui sont intenses, cette tristesse qui est lourde à porter, et surtout s'il y a quelqu'un dans la famille qui peut lui transmettre ces émotions. Donc il faut vraiment les accompagner dans la douleur et puis leur apprendre aussi à vivre ce côté énigmatique de la vie, là où la vie, la mort, Absolument. On en parle tous les jours, ça fait partie de la vie, bien entendu. Oui. Il faudra donc faire face à cette douloureuse épreuve. Absolument. Et c'est un apprentissage de la vie, le cycle de vie continue. Le cycle de vie continue. D'ailleurs, c'est pourquoi vous avez choisi aujourd'hui le thème donc, de l'arrivée d'un nouveau-né dans une fratrie. Là, encore une fois, on a toujours dit que l'arrivée d'un nouveau-né apportait aussi son lot de bonheur, de changement aussi dans une famille. Encore une fois, quand c'est un deuxième enfant qui arrive dans une famille, c'est tout un changement. Moi, il me semble que voilà, le hasard a joué un tour ici pour nous faire vivre dans la rubrique de psychologie ce cycle de vie. Et moi, je remercie la caméra woman Manel qui nous a glissé un tout petit peu cette thématique de vie. Et on enchaîne avec voilà, la naissance d'un enfant, comment vraiment prévenir pour vraiment savoir quelles sont les mauvaises choses à éviter, quelles sont les mauvaises pratiques à vraiment changer, et quelles sont les bonnes choses aussi à maintenir dans le vécu, et comment on peut vraiment sauter d'un cycle de vie là où l'enfant aussi bouleverse, change son attitude de l'enfant unique à l'aîné. L'enfant unique, aîné, enfant roi presque, donc jusqu'à l'arrivée de ce deuxième nouveau-né qui va chambouler un petit peu les choses dans la famille. Ça se fait comme ça, c'est un chamboulement total, et puis voilà que les parents s'inquiètent un tout petit peu, ils ne savent pas trop comment placer les mots pour le préparer, on va dire comment le préparer. Il me semble que d'emblée, si on va commencer, on n'attend jamais quand est-ce qu'il sera prêt. Un enfant n'est jamais prêt pour accueillir un autre, c'est un apprentissage, surtout que
Ça se fait avant la naissance en général? Ben, je dirais que voilà, on va commencer par ce pas. Si on commence avant la naissance, l'enfant n'a pas le pouvoir de décider et le choix de décider d'avoir un enfant ou un frère ou pas. Ça, on ne demande pas l'avis d'un enfant. On ne demande pas l'autorisation, comme on ne peut pas lui dire que c'était un cadeau. Il n'a aucun pouvoir sur l'enfant. Ça, c'est des désirs des parents. Ça dépend de l'âge aussi de l'enfant pour pouvoir lui expliquer, qu'il puisse comprendre, qu'il puisse se préparer. Moi, je dirais, c'est le séparer de ce pouvoir. C'est une décision d'adulte, mais aussi attendre au deuxième trimestre de la grossesse, probablement, pour la simple raison que c'est un bébé en croissance. Même quand on le présente après, on dit il est en train de mûrir, de grandir, on ne sait pas comment les choses évoluent. Et ceci va nous permettre de le protéger en cas de soucis pour la santé du bébé ou l'évolution de la grossesse. Donc ça va nous permettre, ça sera beaucoup plus facile de l'accompagner pour parler de cette perte. Donc il faut vraiment patienter un tout petit peu jusqu'à ce que les choses s'installent bien et puis trouver les mots pour ne pas dire bébé, garçon, fille, ils sont là, ils vont t'accueillir, tu vas les accueillir, tout ça, mais vraiment choisir les mots pour dire ils se préparent, ils sont là à prendre de la place et probablement aussi accompagner l'enfant pour qu'il puisse sortir de l'abstrait. L'enfant ne sait pas ce que ça veut dire, un enfant qui est en train de se développer à l'intérieur et comment que ça évolue. Donc c'est un corps, c'est un ventre qui va prendre du volume, permettre à l'enfant de toucher le palpable. Il ne sait pas ce que ça veut dire, le son d'un bébé qui crie, qui est là, bouleversé. Il attend à ce qu'un nouveau-né va lui adresser la parole, va jouer avec lui au ballon. Que ça soit passager et ensuite il reprenne sa place habituelle. Absolument. Et ça, c'est très difficile. Alors, on a vu beaucoup de cas où il y avait donc des cas de jalousie. Et il y avait d'autres cas au contraire. C'était un enfant qui était protecteur envers son petit frère ou sa petite sœur. Oui. Ça, c'est un apprentissage aussi. Et comment on peut vraiment lui permettre de prendre cette place. Choisir les vêtements, peut-être. Choisir, participer dans le choix du nom. Participer aussi dans les soins. Il peut donner la couche, il peut aider à préparer Bébran. Surtout, c'est comment le sensibiliser. Est-ce qu'il prend soin, c'est-à-dire protéger l'enfant. On ne met pas quelque chose dans la bouche d'un bébé, ni dans le nez, les oreilles. Comment vraiment l'accompagner, prendre le soin de partager et de dire les choses. Nous, ce qui se passe, mais c'est chez la famille algérienne, c'est qu'on essaye rapidement de protéger le bébé parce que d'emblée, on sait qu'il va tirer sa joue, qu'il va le mordre, qu'il va l'embrasser un peu fort. Donc affolant. L'enfant peut aller prendre son petit frère alors que c'est dangereux, il peut le faire tomber. C'est vraiment inquiétant. Il faut vraiment surveiller le deuxième, enfin le premier. Le premier, le deuxième, vous le dites bien. J'ai surveillé les deux, mais il faut quand même placer des mots autour de cette question. L'enfant, il ne sait pas trop comment approcher, même adulte, il ne sait pas. Si on donne un bébé à un père, c'est un peu plus facile parce qu'il a appris un tout petit peu, mais un jeune ne sait pas trop dans quelle position, comment le tenir, quelle force utiliser, tout ça. C'est pareil pour un enfant, sauf que la manière de faire, il y a des fois, s'il exagère, il ne sait pas, il faut l'arrêter. Il faut vraiment construire un cadre. S'il est dans l'apprentissage, il ne sait pas comment le faire, c'est vraiment placer des mots et l'accompagner, l'aider à le faire. Mais ça reste comme un apprentissage d'un aller-retour comme ça, là où l'enfant ne négocie plus sa place. Moi, je crois que ça nous balance sur autre chose. Le lit, les jouets, l'endroit, le lien, la relation. Ça va lui apprendre à partager aussi. C'est une école de partage. C'est une école. Probablement qu'il y a beaucoup de mamans qui se culpabilisent et elles l'auraient souhaité ne pas avoir le deuxième juste pour ne pas priver, pour ne pas bousculer le vécu et la vie de l'aîné. Moi, je dirais probablement que vous leur offrez aussi la grande leçon du partage. Comment il peut être à son tour, en voyant ses parents réagir, être parent. Mais c'est une école aussi, là où l'enfant il est en train de voir comment, à son tour, adulte, pourra avoir des enfants. C'est des rituels qui vont laisser trace et c'est tout un apprentissage pour lui. C'est ça. Alors Aïda, on voit aussi des comportements aussi dans cette fratrie où pour
pour couver un petit peu le grand qui est encore avec son comportement de jalousie, qui a perdu sa place de privilégié, etc. On le surprotège en le gâtant, lui offrant plein de choses. Et au contraire, le deuxième, arrivé, il est moins choyé, etc. parce qu'il est tout gentil, parce qu'il réclame rien. On a plus peur de l'aîné et puis voilà. Qu'on piétine un tout petit peu. Moi, je crois... Parce que l'aîné va faire du bruit, en fait, va se révolter, va dire, voilà, Même si, moi je crois que dans la relation de l'enfant, on ne peut pas généraliser ni mettre étiquette, mais on va dire, même si c'est pas verbalisé comme ça et placé dans des mots, des symptômes, l'enfant peut manifester beaucoup de choses. Il somatise, il a bobo quelque part, il peut aussi tomber malade, faire une fièvre. C'est une manière aussi indirecte d'attirer l'attention et de solliciter. Et probablement, oui, arrêter de se nourrir, faire pipi au lit, cauchemar nocturne, beaucoup de choses comme ça qui font que, voilà, personne ne m'aime, vous m'aimez pas, je suis seule, tout ça. Il me semble que c'est important de pouvoir, avant l'arrivée du deuxième, ou même avec l'arrivée du deuxième, mais c'est de préparer bien avant et de s'intéresser à l'aîné et de lui donner cette part, pas dans le moment de transaction, je dirais pas le jour J, hein, on n'attend pas vraiment la période, mais c'est le préparer bien avant, histoire que le papa commence à lui consacrer un peu plus de temps, à avoir un tête-à-tête ou des visites là où ils peuvent sortir ensemble, pas en attendant que voilà l'événement vient et il va faire tout le lien avec. Voilà. Donc j'ai perdu le lit parce que mon frère est né, vous ne parlez pas parce que voilà vous vous occupez plus de l'autre. Quelquefois l'enfant retombe en enfance carrément, il essaye d'imiter le bébé et veut par exemple avoir sa titine ou son biberon ou carrément. Ouais. Moi, je dirais la régression. Ça s'appelle une régression et l'enfant, probablement, il le manifeste très fort. On va dire, voilà, à certains degrés, oui, attendez, ça peut être utile. On ne peut pas priver un enfant de régresser de temps en temps. Même les adultes, des fois, ils régressent. Hein, des moments où là où ils deviennent un peu plus jeunes, là où ils deviennent avec des réactions, voilà, on va dire, plus cool, tout ça. Mais le plus important, c'est de ne pas le laisser régresser à fond et tout le temps. Mais le plus intéressant, c'est comment le ramener aussi à son âge, au degré de son âge, et comment lui expliquer qu'on l'aime mieux dans ce qu'il a l'habitude d'échanger avec nous. S'il a acquis la parole, comment il parle, il mange bien, comment il avait l'habitude de bien manger. Donc la régression restera comme un phénomène ou comme une manière de juste vivre un mal dedans et puis voilà, lui permettre toujours de rebondir. Ce n'est pas, je crois que c'est aussi une leçon de la vie, ce n'est pas d'éviter de tomber, mais c'est d'apprendre à se relever quand on tombe. Et ça, c'est là où on apprend à nos enfants de prendre leur propre place, mais aussi, voilà, faire très attention. Des fois, les parents sont tellement dépassés qu'ils ne savent pas comment vraiment réagir, que voilà, ils sont eux-mêmes perdus, et à ce moment-là, on perd le contrôle. On ne sait pas quand est-ce qu'on doit s'arrêter, manger ensemble, les inviter, sortir, et beaucoup de choses nous dépassent dans ce quotidien. C'est très intéressant parce que ça amène encore le discours, ça ouvre le discours, c'est-à-dire que les parents devraient expliquer peut-être à l'enfant, très jeune, de l'importance de leur position en tant qu'aîné, de pouvoir protéger son petit frère, avoir un camarade de jeu, essayer d'être toujours, c'est-à-dire le plus grand, qui comprend plus, etc. C'est dans ce sens peut-être, expliquer ces choses-là comme ça? Ce sera l'idéal, si un enfant peut comprendre ça, si les parents aussi peuvent transmettre ça, on va dire c'est vraiment l'idéal. Mais si on se place dans l'autre côté, un frère n'est pas toujours parfait. Il y a toujours des dépassements, mais aussi l'accepter. Et on le voit au jour d'aujourd'hui, il y a toujours des rivalités entre frères et sœurs, des jalousies entre frères et sœurs, et même plus grands. D'ailleurs, et ça reste, je pense que c'est ça a un impact. Moi je crois que voilà la thématique, notre prochaine thématique, c'est la jalousie et les rivalités. Mais ce qu'on peut aujourd'hui apporter par rapport à cette relation des deux, on va dire, c'est notre construction. On va dire, il y a d'autres facteurs, et évidemment, on n'a pas le contrôle de tous les phénomènes de vie, et voilà, la dynamique de la famille, mais on va dire, notre manière de construire ces relations, c'est l'atelier qui va construire les liens de fratrie entre nos enfants. C'est notre manière aussi de permettre à quel point
il a le droit, à quel point il n'a pas le droit, il doit respecter ça, comment ils peuvent, il y a des limites, voilà, c'est le travail de limite, mais aussi l'échange de fratrie, et ça restera le noyau, le secret de chaque famille. Il y en a des familles qui verbalisent, qui sont là, très attentives, il y en a d'autres qui ont des rituels, comment ils peuvent offrir un cadeau, comme quoi que le bébé, avant de venir, ou avec l'arrivée, il offre quelque chose pour sympathiser, mais aussi, il y a un savoir-faire, comment on peut, par exemple, offrir des photos de celui qui souffre, bébé, l'aîné, on va dire, de lui, bébé, comment il était dans son passé, par exemple, voilà, qui va lui permettre de se projeter, mais aussi de comprendre que lui aussi a vécu ce cycle, mais aussi revenir à quelque chose de très simple. Aux parents, ils peuvent dire que voilà, on était tellement content d'avoir un enfant, on est heureux de l'avoir, qu'on aimerait bien revivre ça une deuxième fois. Au lieu de dire, voilà, les souffrances et les malheurs. Souvent, quand on est en détresse, quand la maman est fatiguée, dépassée, elle peut placer des mots très lourds comme ça pour l'enfant, là où il peut considérer que, voilà, elle souffre. C'est ça. Et tout ça. Mais on va essayer de réparer un tout petit peu. Et corriger aussi quelque chose qui peut être aussi dans la grossesse. Un aîné peut être en colère contre le bébé parce qu'il a vu sa maman souffrir, mais expliquer probablement que ça, ce n'est pas une maladie, que c'est un cycle de vie, que c'est un apprentissage. Très bien. Alors, il y a des comportements aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des parents peuvent offrir un cadeau, peut-être avec l'arrivée du bébé, du nouveau bébé, ils vont offrir un cadeau aussi à l'aîné, par exemple. Ça, c'est aussi un comportement qu'il est bon de faire. Moi, je trouve que c'est très intelligent de la part des adultes. Vous savez, ils savent comment voilà, apprécier les moments difficiles, c'est apaiser un tout petit peu ces moments. Pourquoi ne pas le faire? Mais je vais associer sur toute la fête qui vient après, Tammina, les invités, le Sboua, l'Aqiqa, il y a beaucoup de rituels comme ça dans nos pratiques qui font que c'est la joie. Ne pas trop oublier ces enfants qui nous entourent, pas forcément les frères et sœurs, les enfants proches, cousins, cousines. Ça permet de faire accepter le nouveau-né et l'arrivée dans son vécu. Très bien. Merci beaucoup, Aïda, pour cette thématique. Et puis, j'espère que le téléspectateur aura appris et surtout beaucoup de choses grâce à vous aujourd'hui. Et puis, avoir tous ces conseils pour les nouveaux papas aussi et mamans qui vont accueillir chez eux un nouveau-né. Merci, Aïda. Merci à vous. Bonne journée. Et puis, à la semaine prochaine, Inch'Allah. On continue notre émission. Cette fois-ci, on va s'intéresser, rester dans le domaine donc, de la psychologie, mais aussi de la santé avec ce premier congrès international de la psychologie de la santé. Ça s'est passé donc mardi, ça continue. Et puis voilà, notre journaliste Lamia Bedbouda y était. Regardez, on se retrouve juste après. Le laboratoire de la psychologie de la santé, prévention et qualité de vie de l'université Alger 2 organise le premier congrès international sur les nouvelles applications de la psychologie de la santé, qui, rappelons-le, est une récente discipline créée en 1979 par la Société américaine de psychologie et qui définit la psychologie de la santé comme l'application des savoirs fondamentaux de la psychologie à la compréhension de la santé et de la maladie. La psychologie de la santé, c'est l'étude des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux qui interagissent dans l'évolution de la maladie organique et la maladie mentale. La psychologie de la santé ne s'intéresse pas seulement aux problèmes de la santé, aux maladies, mais aussi elle s'intéresse à la santé, c'est-à-dire que la psychologie de la santé, elle étudie la santé et la maladie, chose qui n'était pas en psychologie clinique, là où on étudie tout simplement la maladie. La psychologie de la santé, elle s'intéresse aux personnes saines pour qu'ils préservent leur santé physique et psychologique. Plusieurs chercheurs et doctorants et spécialistes représentant différentes universités algériennes, arabes et étrangères s'attellent à examiner des thèmes de recherche en psychologie de la santé et les causes biologiques, psychologiques et sociales favorisant l'apparition des maladies organiques. En France et sans doute en Algérie aussi, le développement d'envergure de ce que l'on appelle l'éducation thérapeutique du patient, qui est un domaine qui est en pleine expansion et qui part de l'hypothèse selon laquelle finalement quand on implique le patient
dans la gestion de sa maladie, quand on le motive à mieux comprendre les enjeux associés à sa maladie et aux prescriptions médicales, aux médicaments qu'il doit prendre, etc. Et bien, à travers cette éducation thérapeutique qui se fait en groupe de patients qui sont tous concernés par la maladie, on obtient des résultats qui sont extrêmement intéressants et efficaces. Dr Hana Chouir de l'université égyptienne nous expose les travaux de ses recherches, des recherches comparatives sur 2 groupes. Le premier est composé de cancéreux et le second groupe est composé de personnes en bonne santé. Elle expose les stratégies d'affrontement de cette terrible maladie en prenant en compte plusieurs paramètres psychologiques. Elle parlera aussi de l'importance du soutien familial et le suivi psychologique quand il s'agit de telles pathologies. الموضوع بالظبط ماشي في اتجاهين، جزء منه بعلم المريض ازاي يواجه مرضه، لان دايما كلمه الكانسر دي بتبقى موت، فاحنا بنعلمه ازاي يقدر يستمتع بحياته برغم ان هو عنده الكانسر. ده في جزء، الجزء الثاني بعلم اسرته ازاي يبقى عندهم انماط معينه من المسانده تقدر بالفعل تساعد المريض. ودايما بدي مثال في النقطه دي ان لو عربيتي اتعطلت ونزل واحد اداني ورده، انا مش هحس بالمسانده، انا محتاجه مسانده ان يصلح لي عربيتي. فاحنا بنعلم الاسره انها بالظبط ايه نمط المسانده اللي بتحتاجه المريض عشان يقدروا يقدموا له، بحيث يقدر يواجه، يبقى من حكايه من حد الاسره ومن ناحيته هو كمان للدور الايجابي بتاعه. Le congrès vise aussi à illustrer l'importance du rôle du psychologue de la santé dans les hôpitaux, dans la prise en charge psychologique et sociale des malades organiques. Voilà, un colloque en tout cas très intéressant. Puis nous allons continuer à parler santé cette fois-ci avec notre invité. Il s'agit du docteur Raphaël Nogier qui est avec nous, chercheur en médecine. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour. On va parler donc de cette formation que vous êtes venu donc donner à des médecins spécialistes. Ça se passe du 11 au 13 avril au niveau de Borj el-Bahri, organisé par le centre de formation en médecine complémentaire. Donc vous allez nous parler de cette médecine complémentaire, notamment l'auriculothérapie par exemple, et puis bien d'autres médecines qui sont complémentaires à la médecine classique. Alors, je suis président du groupe lyonnais d'études médicales. C'est un groupe qui dispense des formations de médecine complémentaire. Et nous avons mis en place une relation privilégiée avec la CFMC, qui est le centre de formation de médecine complémentaire en Algérie. Et je viens enseigner à ce titre-là. Voilà. Donc je viens enseigner cette fois-ci. Oui, c'est la deuxième fois. Vous étiez déjà venu pour nous parler donc d'auriculothérapie et d'une médecine donc qui soulage beaucoup de maux et qui n'est pas difficile à pratiquer. Seulement, il faut passer par la formation pour pouvoir donc maîtriser toute cette technicité. Il faut être médecin pour pratiquer l'auriculothérapie et nous on enseigne uniquement aux médecins, au groupe lyonnais d'études médicales. C'est ça. Et l'auriculothérapie n'est pas une méthode, contrairement à ce qu'on pense, d'origine chinoise, parce qu'on pique les oreilles. Alors sous prétexte qu'il y a des aiguilles, on pense que c'est un dérivé de l'acupuncture. Pas du tout, c'est une médecine d'origine occidentale. Et ça remonte à Hippocrate. 4 siècles avant Jésus-Christ, Hippocrate travaillait en Grèce et Hippocrate a considérablement influencé la médecine occidentale. Et un de ses derniers adages qu'il a dit, il a dit que ce qui n'était pas soignable par la médecine l'était par la chirurgie, et ce qui n'était pas soignable par la chirurgie l'était par le feu. Alors le feu, ça consiste en quoi? Ça consistait à cautériser certaines parties du corps. Alors on prenait des tiges métalliques de formes différentes et puis on brûlait certaines parties du corps. Alors on brûlait pour les abcès, on brûlait pour les infections, mais on brûlait aussi certaines parties du corps pour soigner les douleurs. Parce qu'il n'y avait pas de médicaments antidouloureux. L'aspirine n'existait pas, évidemment, il n'y avait pas de principe chimique antidouloureux. Les anti-inflammatoires n'existaient pas. Et non, les anti-inflammatoires n'existaient pas. Donc ce qu'on faisait, quand quelqu'un souffrait d'une région du corps, on prenait une tige métallique et on brûlait la peau en regard de la douleur. Alors, Hippocrate le décrit très bien, par exemple, pour traiter les sciatiques, on va brûler derrière la jambe les endroits où la sciatique fait mal. S'il fallait traiter une épaule, eh bien on brûlait une partie de l'épaule. Enfin, une petite partie. Et ça soulageait les douleurs. Les patients.
Et ces procédés de cautérisation ont été utilisés dans tout le bassin méditerranéen. On retrouve des peintures en Turquie en l'an 1600. Oui. On retrouve énormément de textes qui attestent de cette utilisation de la cautérisation. Alors, imaginez, c'était facile de soigner une sciatique, une douleur du bras, mais pour la migraine, pour les névralgies trigéminales ou même pour les douleurs de dents, on ne pouvait pas cautériser la face. Ce n'était pas possible. Alors, ce qu'on faisait, on cautérisait l'endroit le plus près, qui était l'oreille. Voilà. Et Valsalva, qui est un anatomiste extrêmement connu dans le monde, qui a travaillé dans les années au XVIIIe siècle, a bien décrit, en Italie, à Bologne, a bien décrit le fait que certains guérisseurs brûlaient derrière l'oreille pour soigner les douleurs des dents. Voilà. Donc, si vous voulez, au départ, l'oreille a été utilisée pour soigner des douleurs de la face, les migraines, les douleurs névralgiques trigéminales. Et à partir du XVIe siècle, et ça c'est en Hollande, apparaît une technique particulière pour traiter les sciatiques avec une cautérisation de l'oreille. Et cette technique s'est répandue en Europe, s'est répandue dans le bassin méditerranéen et notamment en Corse. Et en 1850, un médecin corse qui s'appelle le docteur Luciana a écrit au journal, grand journal médical de l'époque, qui s'appelait Les connaissances médico-chirurgicales. Imaginez que ce soit aujourd'hui le Lancet ou quelque chose dans ce genre. Et il fait une petite lettre et il écrit que les maréchaux ferrants de Corse traitent les sciatiques en brûlant une partie de l'oreille. Alors évidemment, cet article a eu un retentissement considérable. Et à Paris, il y avait un professeur de médecine qui s'appelait le professeur Malgaigne, qui travaillait à Saint-Louis, qui était un esprit tout à fait original et qui a lu cet article, qui a dit je vais essayer. Alors il a essayé dans son service de brûler une petite partie de l'oreille que le docteur Luciana avait bien précisé, et il a obtenu pour les sciatiques des résultats tout à fait extraordinaires. Voilà. Donc il l'a enseigné, il a fait même des consultations auxquelles ont assisté beaucoup de ses confrères, puisque même en 1866, un confrère d'envergure, s'il s'agissait du docteur Braun-Séquard, le père de la neurologie moderne. Donc en 1866, Braun-Séquard va aux États-Unis et raconte cette histoire de Malgaigne qui cautérise l'oreille pour traiter les sciatiques, et dit-il, avec un très grand succès. Donc en Europe, à cette époque, vers 1850, 1860, 70, il y a énormément de cautérisation de l'oreille pour traiter les sciatiques. Et puis il y a un autre professeur de médecine qui s'appelle le docteur Duchesne-Boulogne, qui fait un petit article en disant que tout ça, c'est de la charlatanerie. Et donc, les choses s'arrêtent là, et pendant pratiquement un siècle, plus personne n'entendra parler des cautérisations auriculaires. Et il a fallu qu'en 1951, à Lyon, mon propre père, Paul Nogier, voit arriver dans son cabinet un malade, puis deux malades qui avaient été traités pour la sciatique par des cautérisations auriculaires. Et c'est à partir de là qu'il a créé l'auriculothérapie. Voilà, et voilà l'histoire pour un petit peu montrer que la médecine, c'est de la science, mais aussi beaucoup de recherche. Il y a beaucoup de recherche, évidemment. Donc vous êtes là, puisque vous êtes vous aussi médecin-chercheur, vous travaillez continuellement sur des bibliographies, sur de la recherche qui ont été donc réalisées jusqu'à présent pour soulager le patient surtout, et apporter une nouvelle forme aussi de soins, parce qu'on voit aujourd'hui le mal de dos, les sciatiques, les arthroses, ce sont donc des maladies du siècle. On peut dire que c'est vraiment un mal qui ronge la personne et qui est soigné par différents moyens, notamment la prise de médicaments, mais aussi la rééducation, etc. Mais l'apport de cette nouvelle technicité peut-être va encore une fois soulager le patient. Bien sûr, ça va soulager le patient, d'autant plus que les molécules antidouleurs sont extrêmement rares. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de molécules antidouleurs, puisqu'on a été obligé d'en abandonner beaucoup à cause de leur toxicité. Tout à fait. Il y a une addiction aussi après, et le mal, bien sûr, diminue de moins en moins après. Donc, en utilisant l'oreille, eh bien, on retrouve des points sur le pavillon auriculaire qui nous permettent
de traiter les douleurs, mais traiter toutes les douleurs, que ce soit des douleurs de migraine, que ce soit des douleurs de l'épaule, des douleurs sciatiques, et uniquement en mettant des aiguilles ou bien en stimulant avec des petits faisceaux lumineux sur des points d'oreille, comme avec cet appareil, on arrive à traiter énormément de pathologies. Mais non seulement les douleurs, des faisceaux mais aussi lumineux, électriques, non? électriques aussi. D'accord. Mais c'est pas la lumière elle-même qui traite les points, c'est la fréquence avec laquelle on les met. C'est-à-dire on envoie des lumières stroboscopiques et selon les fréquences utilisées, on va traiter plutôt une inflammation, plutôt une douleur, plutôt des troubles métaboliques, etc. Alors, on a vu ça avec peut-être, on traite le pied, quelquefois il y a des points aussi qu'on arrive à soulager grâce à certains points qui existent sur le pied, sur la main. C'est pas la même chose? Alors c'est différent. Pourquoi vous parlez des réflexothérapies du pied et des réflexothérapies de la main? Pourquoi c'est différent? Pourquoi? Parce que tout simplement le pied et la main ont des innervations qui sont extrêmement sommaires. C'est-à-dire il y a très peu de nerfs importants dans la main et dans le pied. En revanche, sur l'oreille, on retrouve une innervation extrêmement riche. Il n'y a pas un seul endroit du corps aussi bien innervé que le pavillon auriculaire. Donc c'est un lieu privilégié, puis c'est près du cerveau, pour traiter certaines douleurs et certains troubles fonctionnels. Rien à voir avec la réflexothérapie du pied, rien à voir avec la réflexothérapie de la main. Alors bien sûr, il y a donc, ça a eu ses résultats, les patients sont contents. Est-ce qu'il faut revenir à chaque fois ou alors c'est définitif? Ça dépend. Par exemple, sur des sciatiques, il suffit de cautériser certains points d'oreille pour avoir un résultat définitif. Pas sur toutes les sciatiques, mais sur certaines. En gros, si vous voulez, sur les sciatiques, on peut diviser les résultats en 3. Un tiers, résultat 100%. Un tiers, amélioration. Un tiers, aucun résultat. Et c'est exactement les statistiques qui étaient proposées d'ailleurs en 1860-65 par différents chercheurs de l'époque. Mais c'est un tiers, un tiers, un tiers. Mais dans un tiers des cas, c'est même pas la peine de revenir parce que la sciatique est totalement soulagée. Et c'est exactement pareil pour les autres douleurs, pour les douleurs de l'épaule, pour les douleurs du genou. On a des résultats et parfois c'est immédiat, parfois il faut 2 séances, parfois 10 séances. On se rappelle du reportage que vous aviez réalisé avec notre journaliste. Il y avait une migraine ce jour-là et que vous avez réussi à atténuer grâce à cette technicité. On va parler, on a montré votre ouvrage, le dernier, donc La santé par l'oreille, celui-ci qu'on a vu tout à l'heure, mais vous avez aussi une autre arme, comment on va dire, justement vous pouvez parler aussi de l'alimentation et de l'allergie due aux alimentations, c'est ça? Oui. Vous êtes là aussi pour cela? Écoutez, ça va vous paraître très curieux, mais les recherches des désordres alimentaires et l'auriculothérapie ont un lien extrêmement étroit. Il se trouve qu'en 1966, Paul Nogier, qui est l'inventeur de l'auriculothérapie, a découvert un réflexe tout à fait particulier. Il prenait le pouls de son malade et quand il touchait les points d'oreille, le pouls se modifiait. C'est-à-dire que le pouls ne devenait pas plus rapide ou plus lent, mais il était plus gonflé ou moins gonflé. Si vous voulez, imaginez que le pouls radial, on prend sur l'artère radiale, soit considéré comme un pneu de bicyclette. Eh bien, lorsqu'on touchait certains points d'oreille, il avait l'impression que le pneu se dégonflait ou que le pneu se gonflait. C'est un peu ça. Et donc, après avoir fait des milliers d'observations, il a mis en place donc une technique, une méthode qui consiste à toucher des points d'oreille tout en prenant le pouls. Et ensuite à traiter ces points d'oreille en prenant le pouls aussi avec des fréquences qui sont particulières, qu'on appelle les fréquences ABCD, EF, G. Donc, il a mis au point ce réflexe qu'on appelle aujourd'hui le signal vasculaire ou le signal vasculaire de Nogier. Il se trouve que lorsqu'on approche un aliment de la peau, à travers des petites cupules comme ceci, on va modifier aussi ce réflexe. C'est-à-dire qu'il semblerait que la peau soit capable de reconnaître certaines substances chimiques et dans son processus d'intégration, va modifier certains neuromédiateurs chimiques et le pouls va se modifier lui-même. Donc on peut, en approchant de quelqu'un une substance, voir comment le pouls réagit et dire si cette substance est plutôt
accepté ou n'est pas accepté. D'accord, sans pour autant aller chez son allergologue, faire des tests allergiques, etc. Vous savez, l'allergologie est en train de traverser une période extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs sortes d'allergies. Il y a les allergies de type 1, de type 2, de type 3, de type 4. Aujourd'hui, les allergologues sont capables de mettre en évidence les allergies de type 1. Par exemple, vous avez une allergie à la tomate, vous venez toute rouge, vous avez le nez qui coule, vous éternuez, vous avez une diarrhée, etc. Ça, c'est possible de les mettre en évidence avec ce qu'on appelle des prick tests ou bien du dosage des IgE spécifiques. En revanche, sur certaines allergies de type retard, par exemple l'eczéma, impossible de faire la relation entre l'eczéma et ce qui provoque l'eczéma, qui peut être l'alimentation. L'alimentation ou carrément aussi... autre chose d'ailleurs. Autre chose, voilà. Il y a ce qu'on appelle des patch tests, on met des patchs dans le dos, mais ce n'est pas du tout performant et tous les allergologues sont gênés devant ces allergies retard. Or, la méthode que je propose avec le pouls est une méthode expérimentale qui donne des pistes nouvelles et qui permet de réfléchir différemment sur ce type d'allergie, ce qui est extrêmement intéressant, comme l'eczéma, mais pas uniquement que l'eczéma. Vous savez que beaucoup de dépressions nerveuses proviennent aussi d'allergies alimentaires. Oui. C'est curieux de voir tout cela dû par ce qu'on ingère tous les jours et Dieu sait que justement l'alimentation est riche aujourd'hui et variée. Donc, j'ai écrit aussi faire un drôle de choix dans l'alimentation aussi. J'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « Le bonheur est dans l'assiette ». Ce qui est idiot parce que le bonheur n'est jamais dans l'assiette. Le bonheur, on le trouve différemment. J'aurais dû écrire un livre, mais il n'aurait jamais été vendu. « Le malheur est dans l'assiette ». Exact. Vous avez des gens qui souffrent de migraines, des gens qui sont dépressifs, des gens qui sont fatigués, des gens qui ont des troubles articulaires, qui ont des douleurs en permanence et qui, tous les jours, prennent dans leur assiette ce qui les fatigue et à côté une petite pilule pour soigner ce qui les fatigue. Voilà. Il suffit de supprimer un aliment pour tout résoudre. Alors ces aliments, ça peut être le lait, ça peut être le blé, ça peut être la tomate, ça peut être les oranges, ça peut être les olives, ça peut être l'ail, ça peut être le poivre. Diversifiés. Voilà. Ce qui est bon pour Pierre dans l'alimentation n'est pas forcément bon pour Paul. Voilà, chacun, bien sûr, son propre comportement alimentaire et surtout comment est-ce qu'il sera accepté par son propre corps. Donc là, voilà, vous êtes venu aussi donner une formation dans ce sens, les allergies alimentaires et bien sûr l'auriculothérapie, ce lien qui existe entre les deux, bien sûr, et aujourd'hui vous avez accueilli plusieurs médecins spécialistes qui s'intéressent à cette nouvelle technique. Ils sont 38 à peu près, 38 médecins à m'écouter. Certains me connaissent déjà, d'autres viennent pour la première fois. Et comme je vous l'avais dit d'ailleurs la dernière fois, je suis toujours étonné par cet accueil qui est bonhomme, qui est gentil, un accueil tout à fait sympathique. C'est le docteur Malika Droisi qui organise tout cela d'une main de maître, j'allais dire. C'est très bien organisé et ça me fait toujours plaisir de venir en Algérie. Eh bien, merci beaucoup pour votre venue et surtout bonne chance pour cette formation. Merci. Et puis bon courage pour cette technique parce que je sais que c'est toujours en recherche et vous êtes continuellement en recherche pour faire évoluer la médecine, surtout parallèle, on va dire complémentaire. Voilà. Complémentaire, oui, complémentaire, pas parallèle, complémentaire. Non, complémentaire. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce sujet qui est réalisé par Nawal Abada qui s'est intéressé aux portes ouvertes sur l'orientation des nouveaux bacheliers. Ça se passe en ce moment même et à partir donc d'hier, ça a commencé. C'est au niveau de la bibliothèque d'El Hamma. Un problème technique au niveau donc probablement du reportage. On va retrouver dans un moment notre invité, nos autres invités. Nous allons parler dans un moment d'astronomie avec l'association donc qui nous vient donc de Blida, une association scientifique d'astronomie. Mais avant, on se retrouve dans un moment.
Nous avons pu recevoir notre invité qui était là pour parler donc de science et surtout de recherche. Et bien la recherche continue et cette fois-ci nos invités vont nous parler de cette relation qui existe entre l'astronomie et les différentes sciences bien sûr qui nous font découvrir de belles choses en ce moment. Et d'ailleurs ces jeunes de ce club scientifique sont là pour nous le démontrer à travers différentes aussi expositions qu'ils vont réaliser au niveau donc de Blida. Ça va se dérouler au niveau donc du centre de loisirs scientifiques de Bab Dzaïr. Au niveau de Blida, ça sera le 14 avril et aussi à Blida également le mardi 17 avril à l'université Saad Dahleb de Blida. Donc on aura l'occasion donc de les retrouver dans un moment pour en parler en détail avec eux. Voilà, tout de suite, allez, on retrouve donc nos invités. Emine, Emira et Lemine sont en classe de terminale. Aujourd'hui, ils n'ont pas rejoint leur lycée, mais c'est pour voir dans quelle université ils pourraient être l'année prochaine, car ils se projettent déjà. J'avais déjà une idée, j'étais intéressé par l'HEC qui est derrière nous. J'aime bien le métier, c'est un truc qui m'inspire assez. Je suis venu, j'ai été accueilli par le directeur des études, M. Edir, il m'a très bien accueilli. Il m'a expliqué le cursus qui se passe. On se projette, ce qui reste 2 mois, donc on a déjà l'idée de ce qu'on va faire. Et ici, il nous parle, donc il nous donne beaucoup d'informations et ça nous aide à nous projeter vers l'avenir. Donc on sait déjà ce qu'on va faire après le bac. Beaucoup d'écoles m'intéressaient, beaucoup d'universités, mais j'ai un penchant pour l'école d'architecture. Donc ça m'intéresse vraiment et donc je suis venue avoir des informations en ce qui concerne les inscriptions, le déroulement des années. Mélissa est venue se renseigner sur l'école où elle voudrait préparer sa carrière. Elle se voit professeure de langue anglaise. Vu que je suis dans une filière de langue, j'aimerais bien me diriger vers l'anglais, la langue anglaise. J'aime bien. Je voudrais vraiment faire un doctorat en anglais parce que c'est quelque chose qui me travaille depuis assez longtemps. Un tour dans le salon lui a permis de voir bien plus d'opportunités. On m'a aidé à voir un petit peu plus loin parce que j'étais juste focalisée sur l'anglais, mais j'ai pu voir d'autres possibilités. Fixés ou encore hésitants, les élèves sortent d'ici avec les idées bien plus claires et surtout une volonté de faire. On est fatigué, surtout que cette année, on a 10 mois, on va passer 10 mois sous la pression du baccalauréat, septembre jusqu'à la fin juin. C'est vrai que c'est pas facile. Mais quand on va comme ça nous inspire, ça motive à continuer. On est bien encadré, du coup je pense que ça peut vraiment aider l'élève à se booster. Et puis on nous a expliqué pour les inscriptions que les moyens n'étaient pas encore fixés, tout ça, donc ça nous laisse une chance de dire qu'on va s'y mettre sérieusement et à travailler. Ça nous booste, ça nous donne un petit peu plus de volonté pour avoir ce bac, Inch'Allah. Excellente chance à tous nos candidats. Eh bien, ce sont donc les bacheliers qui vont retrouver les orientations, comme vous avez pu le remarquer à travers ce reportage. Plusieurs écoles sont présentes pour essayer donc de faire valoir leurs prestations, surtout auprès des jeunes et surtout rassurer les parents pour ce qui est donc de l'orientation prochaine de leurs enfants dans les universités. Eh bien, une université qui, en tout cas, a fait reluire nos jeunes aujourd'hui. Ils sont là, ils représentent l'université de Blida, Saad Dahleb qui est avec nous, un club scientifique et une association aussi qui est représentée ce matin avec nous. On va présenter Sabrina Djilali Sayah. Bonjour. Bonjour, je suis membre du club NSC, Natural Sciences Club. C'est un club de biologie. Donc on a participé en collaboration avec l'association d'astronomie, des sciences d'astronomie, avec 3 autres clubs. Chemistry Space, le club d'aéronautique CSA et le club Mécano Club. Donc pour préparer à cet événement, voilà, on prépare. Marhaba bik, Fayrouz Alam, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Vous représentez l'association d'astronomie de Blida. Voilà, marhaba bik. Merci. Je m'appelle Anissa Fayrouz, je suis en première année aéronautique et je suis là pour présenter l'association des sciences astronomie de Blida. Et pour parler de notre événement, de notre projet événement.
Très bien. En tout cas, bienvenue à vous. Plutôt Rim Halimi, bonjour. Oui, bonjour. Merci. Bienvenue parmi nous. Vous faites partie du club scientifique d'aéronautique. Exactement, c'est ça. Bon, je tiens à vous remercier tout d'abord pour votre invitation. Merci à et vous. Aussi mes hommages aux familles qui ont perdu leurs membres au cours du crash d'hier de Boufarik. Donc, mes sincères condoléances surtout. Tout à fait. C'est une dure épreuve à passer pour toutes ces familles. Oui, alors, vous qui faites partie de ce club d'astronomie et surtout d'aéronautique, oui. Donc, vous êtes aussi très concerné par tout cela. Oui, c'est une très très grande tragédie. Donc, je souhaite, de toute façon, je souhaite beaucoup de courage aux familles. Voilà. Oui. Très bien, merci beaucoup. Alors, le petit jeune et le plus jeune donc, de cette réunion d'aujourd'hui, c'est le jeune Akram Hammer. Bonjour. Bonjour, c'est Akram Hammer. Je suis en 3e année au collège et je suis un amateur en astronomie. Bravo et bienvenue à toi aussi. Merci. Très jeune mais très mûr pour son âge. Il est passionné d'astronomie. Il va nous en parler dans un moment. Mais avant, on va un petit peu expliquer le pourquoi de votre venue et surtout l'événement que vous allez vous êtes venu présenter. C'est donc pour ce samedi et aussi pour mardi prochain. Mardi prochain. Allez, exactement. Donc l'événement c'est Astronomy Days. Il sera dans la semaine du 14. Il aura lieu dans le centre de scientifique et loisirs Blida Babedzaïr. Exactement, voilà. Il sera en collaboration entre comme j'ai dit, entre l'association LASA, l'association scientifique d'astronomie, et les 4 clubs scientifiques de la faculté, afin de montrer la relation entre les différentes sciences et l'astronomie, parce que l'un nourrit l'autre. Donc on ne peut pas avancer dans l'astronomie sans les différentes sciences. Donc l'astronome a besoin d'un chimiste. La physique, de chimie. Exactement. Voilà. Il a besoin d'un biologiste, d'un chimiste et tout. Donc on a essayé de montrer ces différentes sciences dans les recherches qui ont effectué les clubs scientifiques. Donc il va être des stands qui vont expliquer ces recherches, ces études que des étudiants, les membres des clubs ont effectuées pendant des mois, ces 3 derniers mois. Et puis vous êtes des passionnés parce que quand on aime l'astronomie, il faut vraiment s'accrocher. On est très intéressés, on lit plusieurs articles concernant l'astronomie au niveau mondial, l'avancée de la recherche aussi, les expériences qui sont réalisées ailleurs, sur les planètes par exemple. Exactement. Donc cela c'est pour les clubs scientifiques. On a le club Natural Sciences Club, c'est un club de biologie, donc il va se charger de l'astrobiologie. Alors, on va parler de l'étude de différentes planètes à l'intérieur de la nébuleuse solaire. Donc, des autres planètes, on va étudier les biotopes. Les biotopes, c'est un milieu de vie. Donc, on va mettre en évidence les caractéristiques physico-chimiques du sol, de l'eau aussi, et des caractéristiques climatiques. Donc, on a comparé la Terre avec d'autres planètes. C'est très dur parce que les scientifiques aujourd'hui travaillent sur ça et vraiment, ils ont une recherche. Ils essayent de voir s'il y aura des vies, possibilités de vie sur d'autres planètes. Voilà, c'était ça le but parce qu'on a partagé le travail. Donc, s'il y a un milieu de vie, donc on a comparé les autres planètes avec la planète Terre. Voilà, on a réussi à avoir Ils sont très loin du Soleil, donc là il fait très froid et d'autres sont trop proches du Soleil pour pouvoir y vivre, ce qui fait très très chaud. Exactement. Il y avait aussi une étude sur les micro-organismes que les chercheurs croient qu'ils sont des extraterrestres et tout, donc il y avait toute une étude. On a aussi parlé sur la psychologie de l'astronome pendant un séjour dans l'espace. Comment il peut se contrôler et tout. Donc, c'était toute une étude. Vous aimeriez un jour partir sur la Lune vous-même, faire une expédition? Pourquoi pas. Voilà. Il y a un concours international. Il faut être vraiment, participer, être dedans pour pouvoir un jour espérer participer. Exactement. Là, c'était le début de nos recherches et tout. Et espérons qu'on pourra les terminer. Pourquoi pas. Nous avons un Algérien qui fait partie de ces expéditions, qui travaille énormément avec la NASA et tous ces scientifiques qui travaillent pour aller voir sur d'autres planètes ce qui se passe. Voilà. Allez, parlez-nous un petit peu de votre événement de ce samedi. À propos de l'événement de ce samedi, ça sera il se portera sur la relation entre l'astronomie et les différentes sciences, parce qu'on sait tous que l'astronomie
doit être réapprécié et développer ses principes fondamentaux pour mieux connaître la culture de notre univers. Et il y aura des stands, des expositions, il y aura même des quiz. Et très bien. Il y aura même, oui, bien sûr, des quiz. Il y aura aussi le petit astronome. C'est un espace pour les petits. Donc c'est ouvert aux universitaires, mais c'est ouvert aussi au grand public aussi. Au large public, ça sera familier, il y aura de tout âge. Il y aura des ateliers et tout, surtout pour les petits, parce que notre but c'est sensibiliser les jeunes pour avoir une société scientifique, riche en culture scientifique. Il existe beaucoup des clubs scientifiques et surtout amateurs d'astronomie. Voilà, exactement. Nous, le plus connu, le plus célèbre qu'on connaît, c'est celui donc de Tizi Ouzou qui venait à chaque fois dans notre émission, qu'on invitait à chaque fois, parce qu'ils étaient aussi très dynamiques dans leur façon d'expliquer les choses. Et en tout cas passionnés, de véritables passionnés. Ils ont transmis ça à d'autres jeunes, tout comme Akram, qui est lui aussi un passionné. Alors ça a commencé pour toi quand la découverte de l'astronomie? Bon, déjà quand j'étais petit, j'ai décidé j'ai regardé plusieurs films qui ont le rapport avec les science-fiction. J'ai regardé les films Ceux sur Mars, Mars Attack, Star Wars. Et après j'ai décidé, j'ai dit pourquoi pas faire... M'intéresser à cette science. Voilà. D'accord. Parce que je voulais aussi savoir beaucoup de renseignements sur l'espace, sur les planètes, etc. etc. Ouais. Et tu as trouvé tout ça? Ces informations? Oui, sur les planètes, le poids. Donc tu sais exactement combien il y a de planètes? Oui. Quelle est la plus proche et quelle est la plus loin de la Terre? C'est ça. Par exemple? Par exemple, la plus proche du Soleil, c'est Mercure. Et la plus loin du Soleil, c'est Neptune. Parce que, bravo. Voilà, et la nouvelle planète, il y a une nouvelle planète qui est apparue. C'est Pluto, oui. C'est la toute dernière planète. La toute dernière planète qui a été donc visible et apparue par les scientifiques et décrite. Donc beaucoup de scientifiques travaillent sur ça et toi, tu t'intéresses un petit peu à cette recherche. Tu as trouvé le club comment? Bon, le club, je l'ai trouvé... L'association plutôt, oui. Oui, l'association, voilà. Je l'ai trouvé parce que j'ai parlé avec mon frère. Il m'a dit qu'il y a un club, une association plutôt. Et voilà, j'ai décidé de m'inscrire là-bas. Très bien. Et donc, tu vas participer un petit peu à cet événement en allant, en invitant aussi tes camarades, leur expliquant aussi? Oui. Déjà, on fait déjà des cours assez simples. Ouais. Et pas tout à fait des cours comme à l'école, des cours de façon amusante. Des cours de façon amusante aussi. On fait des expériences et des mini-jeux à la fin pour savoir Et toi, tu le fais bien? Voilà. Tu fais des petites maquettes, etc. Oui, c'est toi qui fais tout ça, des fabrications? Bon, il y a des gens qui m'aident un petit peu. Bien sûr. Tes parents peut-être aussi? Oui, mes parents. Voilà. Aussi mon frère. Et voilà. Voilà, les personnes qui te regardent ce matin. Oui. Donc, tu peux leur faire un petit salut, ils peuvent te reconnaître. Ils seront très fiers de toi parce que tu expliques bien les choses et tu racontes bien ta passion. Et j'espère que tu vas la transmettre à d'autres jeunes tout comme toi. Merci beaucoup. Alors, avec nous également Rim qui va nous parler de son club d'aéronautique, c'est ça? Et comment est-ce que vous avez fait fusion avec tout cela? Exactement. Donc, alors, bon, je m'appelle Rim Halimi, je fais partie du club CSA, Club Scientifique Aéronautique. Je suis aussi étudiante à l'Institut d'Aéronautique et des Études Spatiales à Saïd Hleb Blida. Donc voilà, on a collaboré avec l'association ASA, l'association des sciences d'astronomie, afin de développer nos compétences et afin de permettre... on a collaboré aussi avec d'autres clubs qui est le club Mécano pour construire des maquettes et tout. Par exemple, des fusées et aussi ISS, qui est International... c'est une station spatiale internationale. Et aussi, on a fabriqué aussi des satellites.
Donc, il y aura de tout. Bravo. Merci. Ce sont donc des jeunes très créatifs et surtout brillants parce qu'ils font leurs études, mais en parallèle, ils essayent d'expérimenter leur savoir-faire et tout ce qu'ils ont appris à l'université. C'est cela. Exactement. Donc, on a subdivisé notre temps entre nos études et aussi la créativité et tout. Voilà, donc cet événement sera le 14 avril, ça sera un samedi, et le 17 avril. Donc le samedi 14 avril, bon, j'incite tous les gens à venir. Ça sera au niveau de Bab Dzaïr, à Blida, au CLS, Centre de loisirs scientifiques. Exactement. Et aussi le mardi, 17 avril, qui sera au sein de l'université Saad Blida. Donc de 9h à 17h. Donc, et là aussi, c'est ouvert au public. Là aussi, c'est ouvert au public. C'est ouvert au public, exactement. Les étudiants, beaucoup plus les étudiants. Pour ceux qui habitent loin, qui ne peuvent pas venir le samedi et tout, donc ça sera le même événement. Ça a été dur de préparer un événement comme ça? Oui. C'est votre premier événement dans le genre ou... Dans le genre, bon, oui, surtout en collaboration avec les autres clubs. D'habitude, chaque club prépare son événement séparément. Voilà. Mais ça, je pense que c'est super de pouvoir aussi vous confronter les uns et les autres. Les on s'est réunis, donc l'échange des idées culturelles. Donc, ça nous a permis, comme nous, un club scientifique avec Chemistry Space, qui se sont spécialisés dans la chimie dans l'espace. Donc, ils ont fait des études sur comment étudier la matière loin des années de lumière de la Terre, sans avoir un échantillon dans la main. Donc, des méthodes et tout. Donc, ils se sont vraiment spécialisés. Et ce dernier, ils vont faire des expériences. Le 14, Inch'Allah, donc la chimie amusante. Ce sera des expériences au niveau du stand. Donc, j'incite tous les gens qui sont passionnés par la chimie, par l'astronomie, de venir. Ça a l'air super intéressant en tout cas, de pouvoir voir toutes ces idées, toute cette créativité mise comme ça à plat pour pouvoir permettre aussi aux jeunes de mieux comprendre la science, mieux comprendre ces phénomènes physico-chimiques, etc. Et bien sûr, la science de l'astronomie. Sans oublier un point, juste cette semaine qui a été choisie, c'est une semaine mobile. Donc, chaque année, il y aura une autre semaine. Comment faire, c'est par l'alignement des planètes. Donc cette année, c'est du 14 avril au 21 avril. Il y aura des planètes vues par le télescope d'habitude qu'on ne peut pas les voir. Donc dans cette semaine, on pourra les apercevoir par le télescope. Donc c'est pourquoi vous dites la semaine mobile. Voilà, c'est une semaine mobile. Voilà, chaque année où l'alignement sera dans une autre période. Je ne savais pas tout ça. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on a choisi le 14 plus précisément. D'accord, vous nous avez appris de belles choses ce matin. En tout cas, bravo à vous. On est très content de vous avoir reçu. Merci, c'est bonne chance pour ce que vous faites au quotidien, et puis surtout pour vos études. Continuez de belles études que vous êtes en train de faire. Et puis le petit jeune qui, j'espère, fera une brillante carrière dans ses études. Et tu nous parles donc de ta passion que tu pourrais transmettre aux autres jeunes de ta génération peut-être. Bon, pour ceux qui veulent s'inscrire sur notre association, donc on a notre page Facebook qui est Jamaïat al-Ulum al-Falakiyya li Wilayat al-Bouleyda, et comme ça on peut les inviter facilement. Parfait, bravo à toi Akram, et puis merci d'être venu, merci à vous. Un dernier mot peut-être pour chacun rapidement. Oui, bon, je tiens à présenter mes remerciements au recteur de l'université de Blida, M. Abadlia, et Wali de Blida aussi. Je tiens à remercier tous les clubs qui ont participé à cet événement. Voilà, merci beaucoup. On remercie aussi l'association qui a aidé à créer cet événement et à le mettre en valeur. Très bien. Et aussi à tous les clubs, comme on a dit Rim une autre fois, et soyez nombreux à cet événement, on vous attend tous. C'est gentil, merci. Je vous remercie pour cette invitation et je remercie tous les membres qui ont travaillé dur nuit et jour pour réussir cet événement. Bravo. Et surtout les présidents des clubs que je remercie très fort. Très bien, bonne chance à vous. Merci, c'est gentil. Merci Akram. Merci. À bientôt. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. On va verser vers l'art cette fois-ci avec cette belle exposition qui est en ce moment même au niveau du Bastion 23 et ça va continuer jusqu'au 15 avril. C'est une belle exposition
discussion concernant donc Taous Aïd Hamouda a rencontré pour nous cette jeune artiste. C'est le portrait de Sarah Hamoud, mosaïste. On se retrouve juste après. Je voudrais continuer à faire de la formation et valoriser le travail de la mosaïque en donnant des cours aux gens en mosaïque. Et aussi, j'aimerais bien faire des créations de bijoux avec des dessins mosaïques. Après le monde scientifique, on vous a carrément embarqué dans ce monde donc artistique et des belles choses, de la créativité et de la création. Eh bien, on va continuer avec notre invité qui est déjà sur notre plateau. Il s'agit de Ismahan Kamar Ben Smaïl. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes artiste peintre. Oui. Vous êtes d'origine, vous êtes algérienne. D'origine, vous êtes de maman hollandaise. Et de papa algérien, et vous avez eu cette double culture et cette force qui vous a permis donc de transmettre tous vos états d'âme à travers cette technique de l'art, bien sûr. Oui, je suis née à Genève, j'ai grandi en Algérie, à l'âge de 19 ans je suis allée aux Pays-Bas. Et voilà, c'est donc le choc des cultures qui a fait naître cette passion pour l'art. Pour l'art. Et aujourd'hui, vous avez aussi bien vécu en Algérie toutes ces années pour pouvoir emmagasiner toutes ces images, cette culture, ce patrimoine algérien. Oui. Et par la même occasion, vous êtes parti aussi en Hollande et vous avez aussi baigné par cette culture. Oui. Et donc, vous avez essayé de faire un pont entre les deux cultures. Tout à fait. Que vous avez si bien nommé, donc, le projet Est meet West, c'est Oui, cela? oui, l'Est à la rencontre de l'Ouest. Donc,
Il faut dire que la culture arabe, musulmane, algérienne est tellement différente, comme vous pouvez l'imaginer, de la culture hollandaise occidentale. Alors quand on porte ces deux cultures en soi, on est souvent confronté dans la vie quotidienne à beaucoup de grandes questions, des questions existentielles, des questions sociales, etc. Et pour moi, l'art, entre autres, est un exutoire pour exprimer ces tensions et mes réponses et mes questions. Alors, vous êtes autodidacte, vous avez toujours travaillé et côtoyé aussi beaucoup de peintres algériens, de grands peintres algériens, qui vous ont peut-être orienté. Oui, bon, j'ai pas eu l'occasion de côtoyer des peintres ici, en Algérie, mais j'espère... oui, plutôt à l'étranger. Ma formation s'est beaucoup plus faite à l'étranger, après l'âge de 19 ans. Mais j'espère que, voilà, maintenant, petit à petit, je vais rencontrer des artistes. Votre souhait, c'est de venir exposer ici en Algérie? Ah oui, c'est un grand souhait. Rencontrer d'autres artistes et pouvoir... C'est un très grand souhait, oui. Et j'aimerais aussi beaucoup travailler avec des enfants. Parce que pour moi, j'ai eu l'occasion donc de me développer en tant qu'artiste et j'aimerais beaucoup transmettre ces connaissances et cette expérience à des enfants. C'est clair, c'est clair. Ici en Algérie. Oui, bien sûr. Pourquoi pas, avec votre expérience et surtout vos différents tableaux. Vous avez fait des expositions partout, donc en Hollande, à l'étranger aussi? Oui. J'ai fait 4 expositions, pour être précise, aux Pays-Bas. J'ai eu l'honneur de pouvoir vendre ou offrir des tableaux. Mais pour moi, l'exposition, ce n'est que le résultat final, ce n'est pas le but. Le but pour moi, c'est le processus en soi, qui donne tellement de satisfaction. On est en train de voir quelques-uns de vos travaux, notamment celui-ci par exemple. Ce sont donc des abstractions. Vous pouvez nous expliquer un petit peu tout cela? Alors celui-ci, ça s'appelle, je ne sais pas si on peut bien voir en bas, il y a écrit Hibr en arabe. Et en haut, Inkt, c'est en néerlandais, c'est donc l'encre. D'accord. Et j'ai voulu mettre ça dans les 2 langues parce que, évidemment, ce sont mes 2 langues maternelles. Et donc, il y a un pot d'encre et il y a l'encre qui jaillit dans tous les sens. Et c'est pour dire que j'ai un grand besoin de m'exprimer. C'est-à-dire que l'encre qui va vers le ciel, c'est un besoin fondamental d'expression. Exactement. Celui-ci, on ne peut même pas opprimer. Par exemple? Alors ça c'est, le soutil c'est Black Sun, donc soleil noir. Apparemment je passais par une période un peu moins joyeuse, voilà. Mais en tout cas, ce qu'on retrouve ici, c'est les couleurs du pays. Le ciel bleu, le jaune, la couleur du sable. Et apparemment, le soleil était tellement chaud. Je crois que j'ai beaucoup souffert de la chaleur ici au mois d'août. Et qu'on voit que même la terre est en train de fondre. Oui. D'accord. Je croyais qu'il y avait encore un rapport avec l'encre. Et puisque vous disiez tout à l'heure, l'encre, l'identité aussi de la personne qui remonte aussi pour exprimer tous ces états d'âme à travers donc, sa peinture. Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est un bouquet de fleurs. Oui, c'est un bouquet de fleurs. Et derrière une fenêtre où il y a de la pluie. Alors, c'est un petit peu un paysage hollandais, on va dire, des fleurs, de la pluie. Donc, et pourtant, on retrouve, si vous voyez le vase, quand même quelques symboles. Ça, c'est des techniques mixtes, donc peinture, collage exactement. Et donc, j'utilise des images que j'emprunte à des livres sur l'art islamique. Voilà, donc j'utilise vraiment des symboles de plus en plus. Symboles forts pour exprimer tout cela, ce rapprochement, cette culture aussi, cette double culture qui est très présente chez vous, que vous exprimez à chaque fois dans vos tableaux. Oui, exactement. Beaucoup de couleurs aussi. Oui. Je ne peux pas me passer des couleurs. Je pense pas que je ferai un jour du noir et blanc, jamais. Alors vous l'avez dit, vous avez donc vous avez recours à plusieurs techniques. Vous avez touché un petit peu à cette technique mixte du collage, etc. L'acrylique, vous utilisez l'acrylique, la peinture à l'huile aussi? La peinture à l'huile, non, pour des raisons pratiques, parce que ça sèche moins vite et voilà, et puis ça a une odeur trop forte. Moi j'aime bien la technique du collage parce que ça permet vraiment, ça donne
une autre dimension, ça donne beaucoup de liberté aussi. Hein. On peut vraiment utiliser de tout. Mais je pense que c'est également symbolique. Ça symbolise tous les morceaux de puzzle qu'on veut mettre ensemble. C'est en fait l'identité néerlando-algérienne. Pour moi, c'est un vrai puzzle que je suis en train de résoudre. C'est un processus à vie. Et ça s'exprime aussi dans le choix des techniques. Voilà. Et ce processus, est-ce que vous l'avez vécu il y a longtemps ou c'est à ce moment-là, c'est en ce moment même que vous le vivez, le retour peut-être au pays, faire des choses avec son pays d'origine aussi? Alors, je suis partie d'ici à l'âge de 19 ans. Je connaissais les Pays-Bas par des voyages, en vacances, mais quand on a vécu, on va dire 15 ans en Algérie, baigné complètement dans la culture arabo-islamique, et voilà, on est, on va dire, arraché de ses racines et planté dans une terre qu'on ne connaît pratiquement pas. À l'âge avec d'autres repères, carrément. Voilà, à l'âge de 19 ans où son identité doit être encore formée, parce qu'on pense que l'identité se forme à l'adolescence, mais elle se forme plutôt à partir de l'âge de 19 ans. C'est là où on prend des décisions très dures, en fait, très sérieuses pour son avenir. Oui, et la Hollande, comme vous devez savoir, c'est un pays où on peut tout faire, il y a une liberté incroyable. Alors, tout à coup, on a 19 ans, tout à coup, on est majeur, et tout à coup, on est aux Pays-Bas où on peut tout faire. Et cette liberté, je me rappelle, elle était effrayante, sans repère. C'était vraiment quelque chose d'effrayant. Et donc, ce processus de recherche de soi, qui suis-je, est-ce que je suis néerlandaise, est-ce que je suis algérienne, est-ce que je suis les deux? Oui, je suis les deux, certes, mais il y a tellement de choses qui étaient opposées. Des éléments de la culture algérienne tellement opposés aux éléments de la culture néerlandaise qu'il fallait... Pour m'en sortir, faire mon propre bouillon, disons. Et la peinture vous a permis à le faire? Beaucoup. Et c'est à ce moment-là que vous avez décidé et trouvé que vous aviez un don pour la peinture? Non, je pense que c'est né petit à petit. Mon grand-père était artiste, il écrivait de la musique et il faisait aussi de la peinture, ma mère aussi. Donc quelque part, c'était déjà dans la famille, je pense. Ma première solution a commencé à travers l'interprétariat. Je suis interprète et là, c'est pas un hasard, je fais aussi des ponts entre les deux cultures. Bien sûr. Des ponts linguistiques. Ensuite, je suis devenue formatrice en communication interculturelle. Là aussi, je fais des ponts. Et l'art, c'est la même chose. Donc, c'est l'aboutissement grâce à cette double culture qui vous a permis, encore une fois, de joindre entre les deux cultures. Et vous le faites bien aussi à travers cette expression donc artistique, à travers cette peinture, qu'un jour vous voudriez faire connaître au peuple algérien surtout. Oui, beaucoup. Et votre autre famille. Oui, certainement, Inch'Allah. Mais pour moi, c'est surtout le dialogue qui est important. Et j'aimerais beaucoup travailler avec des enfants parce que je pense dans un cadre de mondialisation, les enfants sont exposés à toutes sortes de formes d'art et j'aimerais beaucoup les inspirer et les motiver et les encourager parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des dents artistiques et qui ne s'en rendent pas compte. Voilà. Et vraiment, j'aimerais Vous êtes dans le partage, on le sent. Hein. Oui. Tout de suite, ça se voit au premier regard, au premier abord, à première phrase que vous avez dite. On comprend très bien que vous êtes dans le partage et que vous aimeriez partager votre expérience et surtout l'offrir, vos services donc, à ces jeunes enfants peut-être. Partager une expérience comme ça. En fait, mon motto de vie se résume en 3 mots. Explorer, créer et partager. Voilà, c'est très beau. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Puis on a été ravis de vous connaître et vous inviter dans notre émission. Merci l'invitation. Et puis j'espère que la prochaine fois, vous viendrez pour une exposition ici en Algérie. Avec plaisir. Voilà. En tout cas, les projets se concrétisent quelque part. Petit à petit, oui. Petit à petit. Ravi en tout cas de vous avoir connu. Je rappelle Ismahan Kamar Ben Smahil. Vous êtes artiste peintre et vous êtes en tout cas en pleine recherche ici en Algérie pour ce qui est donc de l'art et l'exposition et pourquoi pas la découverte avec les enfants. Merci. Bonne chance à vous. Merci. On continue notre émission. Je vous invite à découvrir ce beau reportage signé Badia Armani qui nous emmène à la découverte d'un savoir-faire aussi bien de chez nous. C'est la fabrication de l'osier, surtout de tous les objets d'artisanat en osier. C'est du côté de Tarf. C'est l'unique atelier de fabrication de meubles et différents objets de décoration en osier dans la wilaya d'At-Tarf, plus précisément dans la commune de Zrizar. Ami Abdelaziz a lancé cette activité dans le cadre du soutien de l'État pour perpétuer
un métier ancestral menacé de disparition. Nous avons eu une concession pour un terrain et nous avons essayé de relancer des métiers qui ont été pratiquement abandonnés du fait du manque de matières premières sur le marché local et de débouchés. Nous sommes en train de réapprendre certains métiers à des jeunes pour avoir un métier en main et promouvoir tout ce qui est le génie local. Et les débouchés existent. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par nos produits. Cette activité artisanale n'est pas dépourvue de contraintes, notamment depuis la mesure d'interdiction de l'importation de la matière première. Malheureusement, nous avons beaucoup de contraintes. La première contrainte, c'est la contrainte financière. Nous avons la concession, elle nous coûte très cher. Les redevances, 10 000 dinars le mètre carré à l'année, c'est excessivement cher. Et notre activité n'est pas spéculative, elle est très peu rentable. Et il faut beaucoup de temps pour réhabiliter ces métiers. Et sur le plan du marché local, les dernières restrictions du gouvernement sur l'importation nous ont beaucoup handicapés. Il y a 2 ans, nous avions beaucoup de produits disponibles au niveau d'Alger, notamment le Cléa. Ce sont eux qui nous approvisionnent en matières premières. Actuellement, eux-mêmes sont en rupture de stock et nous sommes en train de chercher d'autres sources. Malheureusement, beaucoup de produits, notamment le rotin, l'osier de bonne qualité, les feuilles de bananier, des tresses qui ne sont pas disponibles sur le marché. Nous ne les produisons pas. Il y a peut-être des possibilités pour l'osier au niveau de l'Khala, mais ce n'est pas encore exploitable. C'est encore au niveau du projet. De belles pièces sortent chaque jour de cet atelier. Des corbeilles, des boîtes de rangement, des appliques, des coffres, des supports pour livres et même des salons sont fabriqués avec dextérité et minutie par des jeunes filles ayant appris le métier sur place. Le produit final est achalandé sur le marché local et même national. Ce métier n'existe pas à l'est algérien. Il existe plutôt à Alger, Cléa et un peu à Tizi Ouzou. Nous avons une demande pour dispenser cet apprentissage à 22 jeunes, chose qui est difficile car nous ne disposons pas de la matière première. Nous avons appris à ces jeunes filles que vous voyez là et elles sont déjà productives et notre produit est déjà commercialisé. Cela fait 2 ans que je travaille ici. C'est un bon métier qui n'existe pas chez nous. Je dis à ceux qui veulent l'apprendre que c'est très intéressant et avec le temps, on pourra même exporter notre produit. Ce métier qui risque de disparaître a poussé Ammi Abdelaziz à le réhabiliter en recrutant des jeunes artisanes nombreuses à s'intéresser à cette activité artisanale. Ceci dans le but d'assurer la relève. Cet investisseur et ses artisanes participent ainsi à la préservation de cet art. De très beaux métiers en tout cas à découvrir et j'espère que vous avez apprécié en tout cas ces beaux reportages pour montrer un petit peu le savoir-faire de nos artisans algériens. Et bien cette fois-ci nous allons parler d'un autre événement, je l'ai annoncé en sommaire, ce match qui va réunir deux équipes et 2 nations, celle donc de l'équipe des vétérans de l'équipe nationale de football et celle de l'équipe de Tchéquie qui seront réunies pour un match d'exhibition. Ça sera le 14 avril, samedi 14 avril à 16h. Et pour nous en parler, nous avons ce matin l'organisateur de tout cela. Il est passionné, c'est Mourad Jabali Abdelkader Jabali, c'est cela? Mourad Jabali Abdelhaq. Mourad Jabali Abdelhaq, d'accord. Marhaba bik. Vous êtes l'organisateur, vous êtes un passionné aussi de football? Oui, comme tous les Algériens, on est passionnés. Mais avant de commencer, je veux passer tous mes condoléances à tous les Algériens. Et avec la tragédie d'hier qu'on a vécu à travers les médias. Voilà. Et tous les Algériens sont unis avec les victimes de cette tragédie. Voilà. Yatek Saha, merci beaucoup. Vous êtes là, donc je l'ai dit, vous êtes un des aussi passionnés, vous vivez en Tchéquie, c'est cela? Voilà, j'habite en République tchèque, c'est ça. Voilà, République tchèque. Et vous êtes venu avec 2 aussi vétérans représentants de la Tchéquie, à commencer par monsieur Yann Bonjour et bienvenue parmi nous. Vous êtes le président de la Fédération des anciens joueurs de football de la République tchèque. Et avec nous, monsieur Roska Vladimir. Bonjour.
bienvenue parmi nous. Vous êtes entraîneur de l'équipe féminine junior de football en République tchèque. Oui. Voilà, bienvenue à vous. Ah, c'est bon. Merci. Alors, vous allez nous parler justement de cette belle initiative. Comment s'est faite l'initiative? Bon, on a pensé à cette initiative, c'est de, comment dirais-je, unir deux nations de foot. C'est l'Algérie, on est passionné, notre oxygène c'est le foot ici, donc et aussi pour les Tchèques. Donc j'ai pensé à faire ce match entre les anciens joueurs tchèques et les anciens joueurs algériens. Et il ne faut pas oublier les anciens joueurs algériens, ils nous ont ramené beaucoup de joie. Et il ne faut pas oublier ces joueurs-là. Voilà. Donc j'ai contacté M. Jan Berger, et c'est lui le président de cette association. Et il nous a aidé à faire réussir cet événement, j'espère. Alors combien de joueurs il y aura dans ce match? Combien de joueurs tchèques, par exemple, pourront venir en Algérie pour ce match? Parce qu'il y aura bien sûr l'équipe, mais il y aura peut-être des invités aussi. Les invités, on peut dire que pour l'instant, on a invité beaucoup de personnes et j'espère qu'ils vont venir, mais avec la tragédie d'hier, c'est très dur, donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc il faut suivre ce qu'il y a en Algérie. Ils sont prêts à tout. Donc, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ils ont été aussi très touchés par ce qui est donc arrivé à ces personnes et surtout le peuple algérien entièrement endeuillé. Alors vous allez nous parler bien sûr de l'organisation, comment c'est fait, comment est-ce que vous avez aussi réussi à réunir tous ces anciens joueurs? Vous savez, l'Algérien, quand on est unis, on peut faire beaucoup de choses. Et ce que j'ai fait, j'ai contacté M. Azdin Rahim. C'est lui qui m'a vraiment aidé, avec le monsieur Zwin de l'association des anciens joueurs, l'AIF, avec M. Ali Fergani. Il m'a mis avec M. Ali Fergani qui nous a aidé vraiment. Après, j'ai contacté l'ambassade d'Algérie avec son Excellence M. Bouatoura et le chargé d'affaires consulaire M. Willy, qui nous ont vraiment beaucoup aidé. Trop. Ils nous ont aidés. Ils ont même aidé les Tchèques à avoir des visas. Ça a été rapidement, ça a été vraiment... on peut dire qu'on a un ambassadeur de top en République tchèque. Peut-être un mot pour nous dire leur impression à cette participation. Kde myslíš, kdo i v česky, není problém. Teď jaká otázka byla? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement Ce match, vos impressions? C'est notre équipe vétéran tchèque voudrait condoléances les victimes crash avion. C'est incroyable, pour nous c'est difficile aussi. Oui, merci beaucoup d'avoir exprimé en tout cas vos condoléances à tout le peuple algérien. Vous parlez aussi donc de cet événement, donc peut-être votre participation, allez-y. Ils sont vraiment choqués d'hier. Ils sont vraiment hier quand on a... Ils ont compati complètement avec le peuple algérien, malgré bien sûr l'événement qui était au départ un événement donc joyeux, jouissif, donc qui va réunir les deux nations. Ils sont là, ils sont venus pour le jeu, mais aussi aujourd'hui auprès du peuple algérien. Moi, j'étais très content hier parce qu'ils sont venus me voir à la réception. Ils m'ont dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On arrête? Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes avec le peuple algérien à 100%. Ça. Donc ça m'a vraiment touché et ils sont très touchants. Bravo et merci en tout cas. Mais sinon, parlez un petit peu de ces participants, comment ils ont accueilli aussi l'information quand on leur a dit vous allez jouer ici en Algérie. Ils sont très contents parce que Monsieur Berger il a joué contre Majer. Rabah Majer, c'est une icône du football algérien. Donc ils sont très contents. Ils m'ont dit voilà, on est vraiment honorés de jouer contre les anciens joueurs algériens. Voilà.
Et j'espère que ça va être une réussite. Inch'Allah. Juste pour vous rappeler, c'est pas à 16h. Le match va se dérouler à 15h. À 15h, très bien. Voilà. Au stade de Boulourine, samedi, Inch'Allah. Voilà, et il y aura bien sûr une pléiade donc, de footballeurs, que ce soit côté de la République tchèque ou côté Algérie, bien sûr. Ces anciens joueurs vont se réunir pour un match d'exhibition au l'honneur, bien sûr, de cette rencontre des deux nations. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie, madame. Donc Mourad Djabali d'être venu et merci à vous d'être venu. Merci aussi. Bon match, on va dire. Merci. Merci. Alors, je rappelle, Monsieur Jan Berger, vous êtes président de la Fédération des anciens joueurs de la République tchèque et Roska Vladimir, entraîneur de l'équipe junior féminine de football. Merci beaucoup à vous. Merci encore une fois. Merci à vous tous qui nous avez suivis ce matin. Excellente journée à vous et on vous dit rendez-vous demain à partir de 9h du matin. Au revoir et merci.